Les contes marchands du Zanstibou-Mulad. 1. Celui qui écoute. Lu par l'auteur. Il y avait sur ce plateau si haut que jamais, de mémoire de planète, plus haut plateau ne fut habité par des hommes. Il y avait, sur ce plateau si haut, caché par des chaînes de montagnes infranchissables, appelé Zanstibou-Mulad, il y avait, sur ce si haut plateau, dans ce petit royaume, un petit enfant. Il écoutait, ce petit enfant-là. Il écoutait si bien ce petit enfant-là, dans le souffle glacé du haut plateau, qu'on l'avait tôt appelé celui qui écoute. Ce petit enfant-là qui écoutait avec dévotion celui qui envoûte, le conteur du Zanstibou-Mulad. Il écoutait si bien cet enfant-là, si bien, entre les hauts murs de la grande contrée, qu'il entendait la nuit dans les hurlements du vent le souffle de celui qui envoûte. Il entendait dans ce souffle les murmures des pages tournées, et dans les murmures des pages tournées les dessins des personnages contés. Leurs pas résonnaient dans ses rêves. Il écouta si bien ce grand enfant-là, dans la lueur de la lampe à beurre et la buée des souffles assemblés, qu'il put bientôt deviner l'histoire à venir dans le chuintement de la page tournée. Quand il eut si bien écouté ce petit jeune homme-là, si bien terré pendant ces longues années d'hiver parsemées de si brefs étés, il fut le seul à deviner. Aux Zanstibou-Mulad n'existait qu'un livre, et celui qui envoûte lisait de 100 façons les mêmes histoires dans ce même grand livre dont il changeait la reliure. Il avait si bien écouté ce jeune homme-là, si bien, qu'il entendit un jour la voix de celui qui envoûte lui raconter qu'il n'en saurait jamais plus. Il entendit ce jour-là cette voix-là emportée par le vent. Il entendit le vent enfouir la voix qui avait envoûté dans les crevasses des grands glaciers. Il entendit si bien le vent de cette nuit-là. Le vent qui soufflait, l'ailleurs est vaste, les histoires sont infinies. Il l'entendit si bien le vent de cette nuit-là tourner les pages du grand livre de cet ailleurs, qu'il quitta son lit et marcha vers la rivière. Il entendit si bien l'eau de cette rivière-là, sous sa gangue de glace, conter les fleuves et les histoires à venir du côté de l'ailleurs. Il l'entendit si bien qu'il marcha sur son lit gelé. Il marcha dans l'hiver sur la glace de la rivière, entre deux falaises blanches hautes, comme 1000 hommes grimpés les uns sur les autres. Le ciel de nuit au-dessus de lui n'était plus qu'un mince ruban noir à paillettes. Puis les falaises, un jour, ne mesurèrent plus que 500 hommes, grimpés les uns sur les autres, puis elles s'élargirent et s'ouvrirent comme des bras accueillants, et la rivière s'aplanit. Il entrait dans le vaste et redouté royaume du bas. Combien de Zanstibou-Muladiens n'en étaient jamais revenus de ce royaume-là? On colportait à son propos les pires histoires et l'on n'en savait qu'une chose, c'est que toute la neige qui fondait, toute la pluie qui tombait aux Zanstibou-Mulad se perdait dans le fond de ce royaume du bas, un fond appelé océan. Des animaux y nageaient, quelques îles y surnageaient et la plus grande s'appelait Amérique. Et l'on plaignait fort ces habitants du royaume du bas qui, quand l'océan déborderait parce qu'il ne pourrait plus contenir toutes les eaux du Zanstibou-Mulad, seraient irrémédiablement noyés. Il écouta et marcha derrière le vent. Il ne savait pas jusqu'où descendait la terre, mais il suivait. Il se retournait pour admirer la trace de ses pas dans la neige, les ombres qu'ils y dessinaient comme des signes dansant sur les pages blanches du grand livre. Il entendait déjà, au bout de cette trace, la promesse d'histoire nouvelle. Il souriait, en pensant qu'il ne savait pas écrire, soit, mais si bien écouter. « J'arrive !» disait-il au vent, « j'arrive !» et le vent lui semblait trop pressé. Il écoutait le bruit de ses pas qui craquaient la croûte de givre. Il le comparait au froissement du papier du grand livre. Il écoutait les rires des grands vautours repus de charogne humaine et les ris des rues ruisselant sous l'étouffement blafard.
puis il écouta la fin de son estomac. Il écouta la progression de son usure au chuintement de son pas dans la neige. Un soir, il décela un possible grain de présence dans la grande carence blanche. Il suivit ses oreilles. Elles l'emmenèrent au seuil d'une masure dont le toit fumait. Il frappa et dit « J'ai faim ». « D'où viens-tu » répondit un homme. « Qui es-tu » demanda sa femme. « Je viens de là-haut, et je suis celui qui écoute, descendu derrière le vent. J'ai faim d'orge et d'histoires nouvelles. »« Nos histoires sont anciennes, dit l'homme. Quant à l'orge, que sais-tu faire ?»« Écouter, c'est tout. Cela me prend tout mon temps, répondit celui qui écoute. Tu seras malheureux, dit la femme. Pourquoi ? Demanda celui qui écoute. Qu'as-tu écouté ? Demanda l'homme. Des histoires tant et tant, et les mêmes toujours pourtant. Raconte, et tu auras de l'orge, dit la femme. À condition qu'elles finissent bien, dit l'homme. Celui qui écoute hésitait. On lui avait toujours dit qu'il devait écouter, on ne l'avait jamais autorisé à compter. Son estomac cria plus fort que ses doutes. Il échangea des histoires d'ogres brûlés contre des grains d'orge grillés. Il venait de prendre sa première leçon de commerce. Les yeux de la femme brillaient tandis qu'elle le servait. « Tu comptes bien, lui dit-elle. « Tu en veux encore » demanda-t-elle. « Ta voix en voûte, lui dit-elle. « Trop » coupa l'homme. « Voilà du vent, tu devrais le suivre. » Celui qui écoute suivit le vent. Il décela des maisons, s'arrêta, compta, mangea, reprit sa route, insatisfait. Le vent lui avait promis des histoires qu'il n'entendait pas. Il passa un jour devant un monastère. Il frappa. « Je compte et j'ai faim, dit-il. »« Entre. » On le conduisit dans une petite pièce basse au relent d'encens où étaient assis des moines. « On t'écoute, dit le plus vieux. » Il compta. « Encore, dirent les moines. »« Que me donnerez-vous en échange » demanda celui qui écoute, qui s'initiait au commerce. « La protection des dieux. » Il se souvint de la prophétie de la femme dans la première maison et pensa que l'échange était juste. Il conta toutes les histoires qu'il avait si bien écoutées. Il n'en omit pas une. Les moines les écrivaient sur des pages blanches avec un long silex effilé qu'ils plongeaient dans une pâte noire et grasse. Pendant des jours et des nuits, dans les vapeurs d'encens de cette petite pièce basse, l'on n'entendit plus que le bourdonnement d'une voix et des crissements de silex. Un jour, un homme arriva au monastère. Il portait un grand rouleau de papier qu'il confia aux moines. Ceux-ci le découpèrent en une pile de feuilles. Les feuilles furent pressées sur des planches. Noircies de signes d'encens, elles tombaient l'une sur l'autre et formaient une nouvelle pile qui attendait sa reliure. L'idée qui germa sous le crâne de celui qui écoute illumina son visage d'une flamme qui éclaira le monastère. « Où as-tu trouvé ton rouleau » demanda-t-il à l'homme. L'homme expliqua le chemin qui menait au pays du papier, qui traversait des tempêtes si fortes que beaucoup s'envolaient, sur des montagnes si hautes que beaucoup y gelaient. Celui qui écoute partit. Il monta haut, très haut, descendit bas, très bas, remonta haut, très haut. Il écoutait le vent qui disait les tempêtes à venir et transportait des grosses pierres sur son dos pour ne pas s'envoler. Au plus froid des tempêtes des plus hauts sommets, il allumait le feu au foyer de son être comme on le lui avait appris sur le haut plateau, et les flammes qui naissaient de son souffle et de ses espoirs bravaient les vents les plus glacés. Un matin, après bien des saisons de marche, il rencontra les premiers arbres écorcés vifs. Il les suivit jusqu'à la grande papeterie. Là, sous les mains et les outils des hommes, les écorces qui bouillonnaient dans des grands bains devenaient rouleaux de papier. « J'en veux un, dit celui qui écoute. »« Un rouleau, ça coûte tant, répondit un homme, et tant c'est beaucoup pour qui n'a rien. » Celui qui écoute prit sa deuxième leçon de commerce. Il découvrit l'existence d'un objet nommé pièce. Il en apprit les bruits, les couleurs, les odeurs, les goûts, mais n'en comprit pas très bien l'utilité. Ce qu'il comprit, en revanche, c'est qu'il devait travailler longtemps à la papeterie pour gagner tant. Il travailla assez longtemps pour qu'on lui dise un jour qu'il avait gagné tant, et qu'on lui donne un grand rouleau de papier. Heureux,
Fier, léger, son rouleau bien emmailloté sur l'épaule, il prit le chemin du retour. Il alluma le feu en lui au plus froid des tempêtes, des plus hauts sommets, moins fort qu'à l'aller cependant, car il ne voulait pas qu'un feu trop fort brûle son papier. Il imaginait la tête de celui qui envoûte quand il rentrerait aux Anstiboumulades avec son rouleau devenu gros livre plein d'histoires nouvelles, et il riait dans les blizzards. Il retourna au monastère. « Je voudrais un livre, dit-il, avec des histoires dedans. »« Un livre, ça coûte tant, répondit un moine. Celui qui écoute prit sa 3e leçon de commerce. N'ayant plus de pièces, il dut donner les 3/4 de son rouleau au monastère. Avec le quart restant, on lui fabriqua un petit livre. Quand la rivière gela, il monta vers son pays. Chaque soir, dans les grottes de glace, il ouvrait le livre et se demandait quelles histoires pouvaient bien se cacher sous les signes d'encens. Il voyait celui qui envoûte penché sur le livre. Il entendait sa voix chaude s'élever dans la pièce de lecture, leur conter des histoires nouvelles, et son ventre se serrait sous le désir. Il pensa même qu'il aimerait savoir lire, ambition si démesurée qu'il la chassa très vite. On ne reconnut pas immédiatement aux Anstiboumulades celui qui était parti jeune homme timide et revenait homme triomphant. Il alla trouver celui qui envoûte et lui dit « Je t'apporte un livre, un nouveau, avec d'autres histoires. » Celui qui envoûte ouvrit le livre et lut. Puis il explosa d'un rire que toutes les montagnes, jusqu'à des dizaines de kilomètres alentour, renvoyèrent en écho. Entre deux spasmes, celui qui envoûte demandait à celui qui écoute comment il s'était procuré le livre. Plus celui qui écoute contait son périple, et plus celui qui envoûte riait. Les moines, puis le village, puis les villages voisins s'assemblaient pour écouter rire celui qui envoûte. Quand il put enfin se calmer, celui qui envoûte dit « Les moines ont imprimé les histoires que tu leur avais racontées, mes histoires. » Puis il narra la mésaventure de celui qui écoute, qui avait cru trouver en bas ce qu'il ne pouvait trouver en haut. Celui qui écoute s'effaça dans les rires et l'hiver enfouit son livre. Longtemps, les Anstiboumuladiens se demandèrent comment il avait pu avoir la folle audace d'apporter un nouveau livre chez eux. Il était redescendu sur la rivière gelée. Il avait repris son chemin sans entendre le vent derrière ses pas qui ne savait plus. Il erra pendant quelques mois, échangeant des histoires contre orge et gîte. Un jour, on le fit entrer dans une grande maison. Là, un paysan se plaignait devant un vieillard qui écrivait. Quand ce dernier eut terminé, le paysan signa d'une croix et lui donna une pièce. Le vieillard rangea son papier, son silex, sa pâte dans un petit sac qu'il attacha sur son dos, puis il sortit, cassé en deux, comme plié sous le poids de son écriture. L'idée qui germa sous le crâne de celui qui écoute illumina son visage d'une flamme qui fit fondre la neige autour de lui. Il rejoignit le vieillard. « Tu es vieux, frêle et savant. Je suis jeune, vigoureux et ignare. Si tu veux, je porte tes affaires et tu m'apprends à lire et à écrire. » Ainsi fut fait. Et tous deux allèrent de saison en saison, de village en village, de lettre en lettre. Celui qui écoute soulageait celui qui écrit de son fardeau, et celui qui écrit soulageait celui qui écoute de son ignorance. Puis vint un jour où celui qui écrit dit « J'ai assez marché, j'ai tant écrit, je rêve du grand repos. Il est des pays où l'on range sous terre, dans une forêt de corps couchés appelés cimetières ceux qui ont assez vécu. Je connais un pays où l'on plante dans un cimetière d'âmes debout appelé forêt ceux qui ont assez marché. Allons. » Ils allèrent. Celui qui écoute creusa un trou, y planta debout celui qui écrit. L'arbre d'à côté posa une branche sur l'épaule du nouveau et fit un clin de feuille à celui qui écoute. Cela signifiait que tout irait bien.
celui qui écoute Allah de saison en saison, de village en village, de lettre lue en lettre écrite et de pièce en pièce. Quand il estima son pécule assez pourtant, il retourna au pays du papier. Puis, son rouleau bien emmailloté sur ses épaules, il marcha. Il allumait le feu dans le foyer de sa poitrine au plus froid des tempêtes, des plus hauts sommets, et jamais il ne brûla son rouleau. Il allait de village en village. Il criait « Qui compte ? J'achète ! Je vends ! J'échange ! J'écris ! Je dis ! Qui compte ?» Quand on lui contait une histoire nouvelle, il l'écrivait sur une page soigneusement coupée dans son rouleau. Il l'écrivait de sa plus belle écriture. On ne peut pas dire qu'il écrivait, il dessinait. Il dessinait si bien d'ailleurs, et il en concevait tellement de fierté, qu'il passa bientôt plus de temps à admirer ses écrits qu'à écouter les conteurs. Quand il eut noirci toutes les pages découpées dans son rouleau, il alla au monastère et dit « Je veux une belle reliure pour mon gros livre. » « Une belle reliure, ça coûte tant, répondit un moine. « Et ça demande du temps, ajouta un autre. « J'ai les deux, répondit celui qui écoute. » Les moines profitèrent de son temps pour recopier toutes ces histoires et lui demander plus cher pour la reliure dont la fabrication avait nécessité tellement de temps. Celui qui écoute donna les pièces qu'il lui restait et il s'en alla riche d'un livre comme il n'en avait jamais vu, pas même rêvé. L'hiver était venu et le gel de la rivière. Il reprit le chemin d'Uzance Tiboumulad, bien décidé à faire taire le rire de celui qui envoûte. Il s'amusait à ployer sous le fardeau du livre en le faisant plus lourd qu'il n'était et imaginait son arrivée triomphale au pays. Il allait atteindre la rivière gelée quand il fut attaqué par des brigands. Furieux de ne pas trouver d'argent sur lui, ils prirent son livre. Les pages serviraient à allumer leur feu de camp. Alors celui qui écoute réalisa qu'il s'était tellement regardé écrire qu'il avait cessé d'écouter. Il ne se souvenait pas des histoires couchées dans son grand livre. Il regarda la rivière qui montait vers son pays et lui tourna le dos. Il marcha, de saison en saison, de col en plaine, de tempête en tempête, de village en village, de conteur en conteur. « Souviens-toi, disait-il, je suis passé ici. Tu m'as conté une histoire et je l'ai copiée. Souviens-toi. » Une histoire ? Peut-être. Laquelle ? Celui qui écoute regardait danser les rides sur le visage de l'homme. Il pesait le poids de sa malice au plus profond de ses pupilles. Il examinait les déformations de ses doigts, la pliure de son dos, la courbure de ses épaules. Il écoutait la hauteur et les inflexions de sa voix. Souvent, alors, il se souvenait d'une phrase, ou d'un personnage, ou d'une action. L'homme contait son histoire. Celui qui écoute engravait les phrases sur les planches de sa mémoire, remerciait et repartait. Il franchissait l'école et allumait le foyer de sa poitrine au plus froid des tempêtes sans crainte de brûler son rouleau. Les histoires qu'il venait d'apprendre attisaient ses flammes. « Raconte », disait-il, « raconte ». Plus il allait, plus il pouvait deviner à l'avance le chemin qu'il devait prendre pour trouver le prochain conteur et quel type d'histoire on allait lui raconter. « Raconte », disait-il, « raconte », et il se demandait comment son crâne pouvait absorber autant d'histoires sans jamais déborder ni exploser. « Raconte, raconte, raconte ». Il en avait accumulé assez pour écrire plusieurs volumes. Les années passaient. Il ne savait pas bien quel obscur pressentiment lui faisait toujours remettre à l'hiver suivant son retour au pays. Il avait entendu parler de révolutions violentes et de temps nouveaux qui défilaient derrière des drapeaux rouges du sang des temps anciens sans bien savoir où il s'était arrêté. Ce qu'il savait en revanche, c'est que ses pieds chaque saison épousaient un peu mieux les rythmes des paysages, apaisaient son crâne surmené et lui greffaient des petites oreilles sur tous les pores de sa peau. Des petites oreilles qui, elles aussi, écoutaient, puis susurraient les magies des mariages entre le petit homme et l'infinie nature. Mais celles-là, il refusait de les entendre puisqu'il se croyait incapable d'inventer. Puis un jour, l'âge venant peut-être, il estima que le temps du retour avait sonné.
Il remonta. Il parvint à la rivière. Il cria aux éventuels brigands « Je n'ai ni livre ni argent. Dépouillez-moi, vous n'aurez rien. Ma richesse est dans ma tête, qui n'est pas de bois. Coupez-la si vous voulez, elle n'attisera pas vos feux. » Il s'éloigna, joyeux, pas longtemps. Il n'avait jamais entendu les grands vautours rôter avec autant de bonheur. Certains étaient devenus si gras que leurs ailes ne les portaient plus. Ça et là, ils tombaient, se fichaient dans la glace de la rivière et succombaient dans un dernier renvoi. À l'embouchure supérieure, là où n'avait jamais existé de frontière, une barrière était fichée dans la glace. Un drapeau rouge flottait à côté, et 3 piquets habillés de kaki lui demandèrent ce qu'il venait faire. Celui qui écoute conta sa quête et ajouta « Et vous, que venez-vous faire chez nous? Nous raconter des histoires ?» « Nous venons des temps nouveaux, dirent les piquets. Les temps nouveaux se bâtissent sur les ruines des temps anciens. L'éradication des temps anciens est nécessaire à la guérison du pays malade. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ton pays. Devenu trop nouveau pour toi, ton pays. Tu n'as pas le droit d'y conter tes vieilles histoires. Trop vieilles tes histoires. Nous allons te couper la langue pour être sûr que tu obéis à nos ordres. Tu ne nous crois pas? Tu penses que nous te racontons une histoire? Nous allons aussi te la faire vivre. » Ils le plaquèrent au sol, lui ouvrirent la bouche, saisirent sa langue dans une grande pince et la coupèrent avec un grand couteau, puis ils le renvoyèrent d'où il venait. Alors celui qui écoute redescendit, laissant sur la glace tout au long de la rivière la trace rouge de sa bouche saignante. Il reprit son travail de script pour gagner sa bouillie. Il reprit le chemin des tempêtes qu'il eut du mal à braver parce que les flammes de son foyer étaient devenues très timides. Puis, il se souvint d'un maître errant qu'il avait rencontré, un maître qui savait l'art de compter sans les mots. De col en plaine, de saison en saison, de village en village, il chercha celui qui dans le silence. Il ne pouvait plus poser de questions, il les écrivit. Les villageois ne savaient pas lire. Il apprit à déchiffrer les gestes des hommes comme il avait appris à écouter les histoires pour savoir si celui qui, dans le silence, n'avait pas laissé derrière lui quelques traces de son passage. Un jour, il surprit un paysan qui, en plein champ, avait délaissé sa charrue pour monter sur un rocher. Il tentait de s'y envoler en battant des bras. Celui qu'il cherchait n'était pas loin. Il le rattrapa et le suivit pendant quelques mois pour le convaincre d'entrer à son service. Celui qui dans le silence refusa, jusqu'au jour où il tomba malade et eut du mal à marcher, celui qui écoute l'aida et apprit son art. De col en plaine, de saison en saison, de tempête en tempête, de village en village, ils allaient, s'arrêtaient, troquaient toites et pitances contre histoire en silence, et celui qui écoute, chaque jour, progressait dans sa nouvelle science. Un à un, il écrivait les contes qu'il connaissait. Le maître lisait les mots et voyait les gestes, puis il bougeait et celui qui écoute comprenait. Un soir, il put, remuant à peine, raconter à tous les paysans assemblés comment, sur un champ de neige poudreuse épaisse comme la jambe d'un grand homme, le long d'une rivière serpentine où s'abreuvaient 3 feuilles d'un rhododendron, par une nuit de demi-lune ascendante, un jeune renard des neiges à la queue coupée aima d'un feu dévorant une vieille lapine blanche avec une tache noire entre les 2 yeux. Ce soir-là, son vieux maître lui dit « Je n'ai plus rien à t'apprendre et j'ai assez marché. J'ai tant bougé. Il est des pays où l'on range sous terre dans une forêt de corps couchés appelés cimetières ceux qui ont assez vécu. Je connais un pays où l'on plante, je le connais aussi, répondit celui qui écoute. Allons. » Ils allèrent, et il planta debout son vieux maître. Les bras branches de celui qui dans le silence bougèrent et les arbres alentours se penchèrent pour regarder. Alors, celui qui écoute remonta dans son pays. Il savait la route des sommets si hauts qu'ils ignorent les frontières des hommes, des vents si froids qu'ils paralysent les foyers sans flammes, des pentes si raides qu'il faut des pattes de mouche pour s'y accrocher. Il se fit mouche et grimpa dans une tempête de grésil qui rend invisible. Son cœur lui racontait qu'il était devenu vieux.
Il réalisa qu'il avait tant marché, tant cherché, qu'il n'avait pas vu le temps cheminer. Il sut qu'il montait pour la dernière fois aux Anstibomulades, et il sut qu'il devait y parvenir. Ils poussaient l'un derrière l'autre comme un insecte fatigué, jambes, puis bras, puis jambes, puis bras, puis jambes, puis bras, et tentaient d'attiser les flammes au foyer de sa poitrine. Il lui semblait que des milliers de minuscules génies surgis devant le croche-tête et le retenaient avec leurs grappins de glace. Quand, le troisième soir, sa main se posa sur un drapeau rouge et un drapeau à prière que le vent avait entremêlés et que la neige enfouissait dans une fissure de glace, il sut qu'il touchait au but. Quand il posa son autre main sur le bord de cette fissure, le bloc sur lequel il s'agrippait se rompit. Dans la chute qui s'ensuivit, lorsque sa jambe frappa un rocher, il sut qu'elle venait de se briser. Il se traîna jusqu'à une grotte qui avait été habitée. Il y restait un ancien foyer et quelques morceaux de bois. Il trouva une paroi lisse, il gratta dans la suie avec le bout d'un bâton et écrivit sur la paroi l'histoire de celui qui écoute. Puis il s'allongea. Il ferma les yeux et pensa « C'est curieux, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, comme il le fallait, pourtant j'ai échoué. » Il fut réveillé par une agréable sensation de chaleur. Un jeune homme avait relevé sa tête et versait du thé dans sa bouche. Celui qui écoute se demanda s'il rêvait ou s'il était mort. Le jeune homme lui dit qu'il n'était pas trop médecin et qu'il devait pourtant remettre ses 2 morceaux d'os en place, puis il fit ce qu'il disait. Alors celui qui écoute sut qu'il n'était pas mort ni ne rêvait. Il s'évanouit. Le lendemain, le jeune homme avait refait du thé, préparé de l'orge. « J'ai lu ton histoire, dit-il. Je m'appelle celui qui, tout simplement, parce que je ne suis pas encore devenu. J'habitais là-haut avant les temps nouveaux. Je suis, un jour, encore enfant, descendu sur la rivière glacée derrière le vent parce que celui qui envoûte ne m'envoûtait plus, le reste a peu d'importance. Je montais me ravitailler dans l'oiseau de métal quand j'ai vu les grands vautours devant la grotte. Je suis venu, je t'ai posé une attelle. Tu n'as pas le droit d'échouer. Je vais t'aider. » Il tailla une béquille dans une branche morte, puis il aida celui qui écoute à se lever. Il passa un bras sous ses épaules, et tous deux partirent à la vitesse du colimaçon. Ils se traînèrent ainsi pendant une journée, puis celui qui tout simplement dit « C'est ici ». Dans le vent qui brassait sol et ciel en un même chaos, il mesura 321 pas depuis une faille dans une falaise, puis fit signe à celui qui écoute. Celui qui écoute rampa vers celui qui, tout simplement, qui creusait un tunnel dans la neige. Le tunnel conduisait à une porte de verre et de fer. La porte d'un énorme oiseau à moteur qui venait des temps nouveaux. Le drapeau rouge y était partout peint. « Je l'ai vu tomber dans une tempête, » dit celui qui, tout simplement. Quelques cadavres avaient gelé dans l'appareil. Ils prirent leurs habits et celui qui, tout simplement, les sortit. « Regarde, » disait-il. Il y a de quoi manger pour l'hiver. Nous le passerons ici le temps que ta jambe guérisse. Ce n'étaient pas les boîtes de soupe que celui qui écoute regardait, mais les liasses de feuilles blanches. L'idée qui germa sous son crâne illumina son visage d'une flamme qui fit fondre les nuages au-dessus de l'appareil. Il chercha de l'encre, en vain. Celui qui, tout simplement, sortit d'une boîte des objets fins et longs. Il posa la pointe de l'un d'eux sur une feuille et l'objet y laissa une trace. La mâchoire de celui qui écoute tomba si bas qu'elle mordit son pied valide. Pendant tous les mois de cet hiver-là, dans cet oiseau des temps nouveaux, emmitouflé dans les habits des cadavres, à la lueur de lampes qui éclairaient sans faire de flamme, il noircit les feuilles d'une écriture si serrée que les mots étouffaient. Sa tête, comme source d'encre, coulait dans son bras, puis dans sa main, puis dans l'objet mince jusqu'à la feuille. Il écrivait en claquant des dents, il écrivait en se bouchant le nez quand celui qui, tout simplement, faisait chauffer les boîtes de métal. Il écrivait en mangeant, il écrivait en buvant, il écrivait en faisant ses besoins dans le pot que lui apportait celui qui, tout simplement, il écrivait en tremblant, il écrivait en riant, il écrivait en pleurant, il écrivait, et son visage se ratatinait comme vieille pomme sèche. Tout compte livré au papier le quittait à jamais, et son crâne se recomposait sur une mémoire chaque jour plus mince.
sa peau se parcheminait, ses gestes se mécanisaient. Celui qui, tout simplement, soulevait sa main, posait une nouvelle feuille sur la caisse, reposait la main, elle écrivait. Elle a écrit un matin le dernier conte sur la dernière feuille, tandis que le soleil tentait de percer la neige pour annoncer le printemps. Celui qui écoute ne le saluait pas, sa main écrivait toujours, dans le vide. Celui qui, tout simplement, sortit et dit bonjour aux montagnes, puis il compta à celui qui écoute les diamants du soleil sur les crânes des glaciers. Alors, celui qui écoute écrivit qu'il avait assez marché et qu'il rêvait du grand repos, qu'il était des pays où l'on rangeait sous terre, dans une forêt de corps couchés appelés cimetières ceux qui avaient assez vécu, qu'il connaissait un pays où l'on plantait dans un cimetière d'âmes debout appelé forêt ceux qui avaient assez marché. Celui qui, tout simplement, emmaillota celui qui écoute et le chargea sur ses épaules et le porta, comme celui qui écoute avait porté ses rouleaux. Il le portait, le posait, puis retournait chercher derrière eux le gros sac de compte et le petit sac de provisions qu'il posait plus avant. Il retournait chercher celui qui écoute et le posait plus loin devant les sacs. Il retournait chercher les sacs et ainsi de suite. Un peu là, il tenta un autre système. Il allongeait celui qui écoute au-dessus des pentes glacées et le lâchait. Celui qui écoute glissait comme une luge et riait comme un fou jusqu'au jour où il termina sa course dans une rivière dont la glace craqua. Celui qui, tout simplement, le chargea de nouveau sur ses épaules. Des paysans demandaient « Où vas-tu de si bonne heure avec ton vieil hilar qui claque des dents? Le planter au pays des arbres. Ça va faire du bois tordu, un truc si mal foutu. » Il creusa un trou sur un versant bien exposé et y planta celui qui écoute. Puis il regarda vers leur pays de derrière les cimes de là-bas là-haut et il dit « Je sais maintenant comment je m'appelle. Je m'appelle celui qui continue. » Il lui sembla qu'une petite coulée de sève prenait forme au coin d'un œil de celui qui écoute, alors il ajouta « Prenez-en soin, les arbres. Pas tout ça, mais j'ai du chemin. Celui qui continue doit continuer. Pour continuer, faut marcher. En avant, zou !» Et il partit. Celui qui écoute attendit son retour. Un matin, une idée germa sous ses branches et illumina son tronc d'une flamme qui faillit calciner la forêt. Quelques années plus tard, son écorce fournissait un papier comme on n'en avait jamais vu. On ne pouvait, sur ce papier, écrire que des histoires. Il refusait obstinément ce papier-là d'être noirci par tout autre écrit. Ce prodige connu, l'arbre attira nombre de conteurs qui venaient admirer son tronc et qui s'en contaient des histoires, s'en comptaient à noircir des rouleaux et blanchir des nuits. Celui qui écoute put enfin écouter en paix des histoires nouvelles sans jamais se lasser.